lesson. Let's go directly back to the meditation. Revenons à la méditation. Settle your body, speech and mind in the natural state. Établissez votre corps, votre parole et votre esprit dans leur état naturel. And the culmination of settling body, speech and mind in the natural state is that your awareness comes to rest right in its own place, relaxed, still and clear. Et le résultat de cette combinaison du corps, de la parole et de l'esprit dans leurs états naturels fait que votre conscience s'établit dans un état de stabilité, de tranquillité et de clarté, à sa propre place. Rest there for a little while, without focusing on any object, simply resting your awareness in this ongoing flow of mindful presence. Et posez-vous dans cette conscience, sans vous focaliser sur aucun objet, en étant simplement dans cette stabilité, ce flux continu de conscience claire dans la présence. Free of distraction and free of grasping. Libre de distraction et de saisie. Letting your awareness remain still. Let the light of your awareness fill the whole space of the body, and take note of the sensations arising throughout this somatic field, especially those sensations correlated
with the in and out breath. Maintenez votre conscience immobile et avec la clarté de cette conscience, éclairez l'espace de votre corps et notez simplement les sensations qui se manifestent, qui viennent du corps physique et plus particulièrement celles en relation avec la respiration. Sustain the flow of knowing. And when the in-breath is short, or when the in-breath is long, note that it is long. When the out-breath is long, note that it is long. Sustain the flow of knowing, of cognizance. Maintenez ce flot de connaissance quand la respiration est longue. Notez qu'elle est longue. Quand l'inspiration est longue, quand l'expiration est longue, notez qu'elles sont longues. And when your body-mind settles down, and the in-breath is short, note that it is short. When the out-breath is short, note that it is short. Au fur et à mesure que votre corps et votre esprit s'établissent, se posent, notez que votre respiration est courte.
let your eyes be at least partially open and vacantly rest your gaze in the space in front of you. C'est vos yeux s'ouvrir doucement et gardez les yeux simplement dans le vague, dans l'espace autour de vous. Continue letting your awareness rest in stillness, holding its own ground, resting in its own place. Et maintenez votre conscience posée à sa propre place dans la clarté, dans le présent. But now direct the light of your awareness to just one out of 6 domains of experience, namely the mental domain. Et maintenant, focalisez votre attention dans l'un des 6 domaines naturels. Let the object of mindfulness be the space of mind, and whatever mental events arise within that domain of experience. Portez votre attention donc dans le domaine mental et notez tous ces événements qui peuvent s'élever, se produire.
Onas. So we'll pick up with the text again, mid-sentence. On revient au texte. Where Lerip Lingpa says that you may experience the appearance of empty forms. I'll explain that in some detail. Le texte nous explique qu'on peut faire l'expérience de différentes formes vides, sans rentrer dans les détails. So it's not that you're imagining the phenomena around you as being illusion-like. You actually see them that way. That's how they appear to you. Donc c'est pas qu'on soit en train d'imaginer les phénomènes autour de nous comme étant des illusions, mais ils nous apparaissent comme tels. So the first person who taught me shamatha, Geshe Taike, when he taught it, he said, if you achieve shamatha, vipassana is relatively easy. With relative ease, you'll realize emptiness. Le premier enseignant de Alan, qui était donc Geshe Targye, lui disait que si on réalise samatha, ensuite vipassana est très, très facile. So you should check. Donc vérifier. And the final phrase in the sentence is especially interesting. Is that you may experience a non-conceptual sense that nothing can harm the mind, regardless of whether or not ideation has ceased. Et la fin de la phrase est assez intéressante à étudier. Donc un sens, il peut apparaître un sens non conceptuel que rien ne peut affecter l'esprit, indépendamment du fait que l'idéation est cessée ou non. Which is to say that you have become remarkably lucid with respect to your mind in the waking state. Qui signifie qu'on devient particulièrement lucide sur l'état de notre esprit en étant réveillé. So just as in a very lucid dream you're recognizing dream events as dream events and not mistaking them for something they are not, likewise in this practice you're recognizing mental events as mental events and not mistaking them for something they're not. Et de la même manière que c'est-à-dire que dans la même manière que dans un rêve lucide, on reconnaît parfaitement que les choses ne sont qu'un rêve et sans les prendre pour la réalité, de la même manière, en étant réveillé, on identifie tous les événements mentaux comme étant ce qu'ils sont. So when you are very adept in lucid dreaming and the deeper practice of dream yoga, then this is equally true, and that is, whatever should arise in the dream, whatever, literally, anything that arises in the dream, because you are awake within the dream, then you know beyond any possible doubt that whatever appearances arise here, they cannot possibly harm your mind. Not possible. Any more than the images on a cinema or the images in a television can possibly reach out and harm you. Not possible. They're just empty appearances. Et quand on est un adepte de yoga du rêve et qu'on acquiert une bonne habileté dans ce yoga, quel que soit ce qui se manifeste dans le rêve, étant donné qu'on est lucide, on est capable de voir que quelles que soient les apparences qui se manifestent dans le rêve, aucune ne peut affecter notre esprit, de la même manière que ce qui se passe au cinéma ou à la télé ne peut pas nous affecter. So in the classic practice of dream yoga, once you've stabilized your dream, so
so you're not losing it, and you've stabilized your lucidity, that is, your recognition of the dream as a dream. Then you enter into the second phase of the training. Et donc dans les instructions classiques de la pratique du yoga du rêve, après avoir stabilisé sa présence dans le rêve et sa lucidité, on en arrive à la deuxième phase. And that's called emanation and transformation, second phase of dream yoga. C'est ce qu'on appelle émanation et transformation. C'est la deuxième phase du yoga du rêve. And this is while realizing that all these appearances are simply dream appearances, which means none of them can possibly exist from their own side. It's a dream. Then you playfully explore the nature of dream reality by emanating things that were not there, just imagining them, and there they are. Or you take something that is there and you transform it. So, for example, you may see one tree and transform it into a forest. You may see a little bug and transform it into a 6-foot-high bug. You may transform your own form into a female form, a male form. I knew one person who transformed her body in a dream into a phonograph record. Et donc, ayant reconnu que toutes ces apparences dans le rêve ne sont qu'illusoires, ne sont que des rêves, on continue à les explorer avec la possibilité de les transformer. Et par exemple, on peut rêver on peut rêver d'un arbre et on le transforme en forêt, on rêve d'un petit insecte tout petit puis on le transforme en un énorme insecte, on peut transformer une forme masculine en féminine, et il connaît une personne qui avait transformé l'apparence de son corps en phonographe. Now, as mentioned before, if you're engaged in quite an intensive and sustained practice of settling the mind in this natural state, it is virtually certain that you will be stirring up or dredging. Do you know the term dredge? Like if you have a lake and you're dredging the mud out of the bottom, yeah? You'll be dredging your psyche. It just happens naturally. You're not doing anything special, but that's what happens. And so suppressed emotions and desires and memories and so forth, just by settling the mind its natural state, they're dredged up. The same thing occurs when you're practicing and becoming more and more adept at lucid dreaming, aware of the dream as the dream, and then you start to experiment and change the dream, emanate, transform the dream. That also, while you're asleep, that dredges the psyche. And so all kinds of suppressed desires, fears, and so forth are bound to manifest in the dream state. Et donc dans ces pratiques, quand on s'entraîne de manière intensive et régulière à établir son esprit dans son état naturel, se produit quelque chose qui serait comme draguer le fond d'un lac, c'est-à-dire on évacue de son psychisme naturellement toutes les émotions refoulées, les souvenirs refoulés, tout ce qui est suppressed, refoulé, on va dire. Et il se passe la même chose également dans la pratique du rêve, du yoga du rêve. Il y a aussi ce phénomène de dragage de tout un tas de choses qui sont refoulées dans notre psychisme. Et ça réduit considérablement les perturbations de l'esprit, beaucoup de peur, de crainte. Which means that whatever your worst nightmare is, and you can pause for just a moment and imagine or try to think, what's your worst nightmare? What's the worst possible thing that could happen to you? Et ce qui signifie qu'on peut work also the worst nightmare. Yeah, what's your worst nightmare? What's the worst thing you can possibly imagine that could happen to On you? travaille même sur nos pires cauchemars. Et quel est le pire cauchemar que vous puissiez imaginer? That will happen. That will come up in a dream. And it may be very, very vivid. So vivid you could hardly even tell. If you weren't lucid, you would think this is actually real. So
expect very strange and sometimes really horrifying dreams to come up. If you're going very deeply into dream yoga, they will. You're dredging your psyche. Donc ce pire cauchemar que vous puissiez imaginer, mais peut très bien se manifester dans vos rêves, ça peut arriver. Et si vous n'avez pas de lucidité, vous vivez comme un cauchemar, et vous pouvez également, si vous pratiquez le yoga du rêve, ça va vous permettre de draguer votre psychisme. So just to take one example. Let's imagine you're in a dream, you're in a lucid dream, very lucid, and you're out swimming in a lagoon. And you're swimming along, enjoying, and then you see, right across in the water, you see two eyes. And you see, oh, that's an alligator, 10 meters long. And it's coming right towards me, going... Imaginez que vous êtes dans un rêve extrêmement lucide et que vous êtes en train de nager dans un lagon et soudain vous voyez en face de vous deux yeux qui vous regardent bien en face. C'est un alligator de 10 mètres de long. And you're swimming very slowly and the alligator's cutting through it very quickly. Et vous nagez tranquillement et l'alligator va croiser votre trajectoire. And you know you're dreaming. Et vous savez parfaitement que vous rêvez. So you know over there is no alligator. And over here there is no person swimming in the water. It's just empty appearance. Et donc vous savez parfaitement qu'il n'y a aucun alligator et qu'il y a également personne qui nage. So if you wish, and you're in that phase of transformation and emanation, you simply look at the alligator. May you be a poodle. And then it's... no alligator, you just transform into a poodle. Little tail wagging. Et vous pouvez donc voir cet alligator et puis souhaiter si vous êtes dans cette phase d'émanation, transformation, vous pouvez très bien le transformer en petit caniche qui se met à nager devant vous. Or you may simply fly away. Why not? Just fly away, leave it, bye-bye, and fly away. Vous pouvez le faire s'envoler. Vous pouvez vous envoler. Pareil. Or, if you're feeling a bit aggressive, you may transform yourself into a 30-meter high Godzilla. Si vous êtes d'humeur après agressive, vous pouvez vous transformer dans un monstre Godzilla de 30 mètres de haut. In other words, you can change the dream in any way you like. It's a dream. Donc vous pouvez changer le rêve exactement de la manière dont vous voulez, puisque tout ça n'est qu'un rêve. Which means there's nothing to fear. Ce qui signifie qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Which means, in reality, there's no need to transform anything. Ce qui veut dire également que dans la réalité, il n'y a rien à transformer. So this was very well illustrated by a friend of mine, a student of mine up in Norway. She's very adept at lucid dreaming, very experienced. Ça a été bien illustré par une de ses élèves qui est en Norvège, qui est très, très habile dans le yoga du rêve lucide. And she told me of one of her lucid dreams, in which a very strong man approached her with a big knife, Crocodile Dundee type of knife, big knife. And he was very sinister, very threatening. And he's coming towards her with this big knife. And she's a lovely lady, tall, very slender. Et donc, And she's a lovely lady, very slender, very feminine. She's not a lady wrestler. You know. Et donc, elle a rêvé dans un de ses rêves, elle a vu apparaître en face d'elle un homme très, très costaud, avec très menaçant et très effrayant, avec un énorme couteau, un peu comme un aventurier Crocodile Dundee, si vous connaissez. Un aventurier bien méchant, etc. Et elle, c'est une femme très jolie, frêle, rien de très costaud. So when this big, strong, menacing man came very close to her with his big knife, she took his hands in her hands with a knife, and she thrust it into her guts.
Et quand elle a rêvé donc, de cet homme très costaud qui lui arrivait en face avec son couteau menaçant, elle a pris la main de cet homme avec ce couteau dans la main et elle l'a tiré directement dans son propre ventre. She was very lucid at the time. Donc elle était très lucide. So I asked her, did it hurt? When you put that knife into your belly, did it hurt? Et donc il lui a posé la question, il lui dit mais est-ce que à ce moment-là, est-ce que ça vous a fait mal? She said, no, it's a dream knife. And a dream belly. So why would it hurt? Elle a dit mais non, puisque c'était un couteau en rêve et un ventre en rêve, donc il n'y a aucune raison que ça fasse mal. So then you see there's no need to change the alligator into a poodle or change anything. Because even if they eat you, devour you, shoot you, so what? No harm. Nothing physical there, nothing physical there. It's like two rainbows having a sword fight. Donc on voit qu'il n'y a absolument rien il n'est absolument même pas nécessaire de transformer l'alligator en caniche ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien qui puisse nous faire mal, il n'y a absolument rien de physique. C'est un peu comme si deux arcs-en-ciel se bagarraient. So that all actually makes very good sense. Why would a dream knife harm a dream body? It makes no sense at all. And yet the reality, of course, is that when we're having a non-lucid dream, we can suffer physically. You can. And of course, you can suffer mentally. Anguish, misery, fear, terror. Every type of emotion can arise in a dream. And those emotions are as real as any emotion in the waking state. Donc on voit que tout ça, ça a beaucoup de sens, puisque dans le rêve, il n'y a absolument aucune réalité. Donc dans le rêve lucide, on se rend compte qu'il n'y a rien qui puisse nous faire du mal, alors que dans un rêve non lucide, on peut véritablement éprouver de vraies souffrances et de vraies émotions aussi très douloureuses. So it raises an interesting question. Why do we ever suffer in a dream? From what happens in the dream? Why do we suffer? And we do, sometimes terribly. Why? Et cela pose une question intéressante. Pourquoi donc souffrons-nous dans le rêve? Ça nous arrive d'avoir des rêves qui nous font souffrir. Pour quelle raison? In a dream, all the appearances around us, of an environment, of people, animals, they appear to be really there, from their own side, objective. And we grasp onto them then, we reify them as they're really there. In other words, we don't see the appearance of a person in a dream as simply an appearance of a person. We see it as a person who's physical and really over there. And that goes for everything else in the inanimate environment. It appears to be over there, and we grasp onto it as being really over there and physical. That's how we perceive it. That's how we misperceive it, because we're fundamentally deluded. Et donc, dans le rêve, toutes les apparences nous apparaissent autour de nous et nous les saisissons comme étant réelles. Nous les saisissons et nous les réifions. C'est-à-dire que même dans un rêve, s'il y a des personnes qui apparaissent, elles nous apparaissent de manière illusoire comme étant une vraie personne. And then not only for objective appearances out there, but the appearances of our own body. We take this to be real. I'm really over here. And this is really my cell phone. My dream cell phone. This is my precious. This is really my cell phone. And this is really me here. This is really me here, with my mind really here. And so we reify self also. We reify objects as being really there, reify ourselves as a subject, I and mine, being really here. Et dans le rêve également, nous saisissons notre corps, notre corps que nous expérimentons en rêve, comme étant un vrai corps, comme étant vraiment moi-même, comme étant ce téléphone, comme étant vraiment mon téléphone, comme ce corps étant vraiment moi. Nous réifions donc nous réifions nous-mêmes et les autres.
And then we take possession. We really think this is my, not only inherently real, this is my cell phone. This is my body, my feelings, my thoughts. Grasping onto, this is mine. And now you're ready to stop. Now you're ready to suffer for as long as you dream. Because all the circumstances are ready. All someone has to do in a dream is say, you're an idiot. Oh, no, I'm not an idiot. I'm not an idiot. You hurt my feelings. You know. A dream person tells a dream person, you're an idiot. And then you suffer. It's crazy, but it happens every night. Et donc, à partir de là, nous prenons possession de tout ce qui se manifeste. C'est mon téléphone, mon corps, mes pensées, mes émotions, tout ce qui se manifeste dans le rêve est saisi comme avec un moi. Et toutes les conditions donc, sont réunies pour que nous souffrions. Et il suffit simplement qu'il y ait une personne dans le rêve qui nous traite d'idiots pour que ça y est, on soit vexé et qu'on soit dans la souffrance. So now we come back to our mental suffering in the daytime, in the waking state. Donc revenons maintenant aux souffrances mentales que nous éprouvons en étant réveillés. There's no question this body is physical. It's made of molecules. Other people's bodies are made of molecules. A knife is made of molecules. It's physical. So if somebody stabs me with a knife, it's going to hurt. And I can be wounded and I can die. So that's obvious enough. Dans cette vie réveillée, là, effectivement, ce corps est véritablement un corps fait de molécules, ainsi que le corps des autres aussi est un corps fait d'atomes et de molécules. Ce couteau est quelque chose de physique et il peut nous blesser et même nous tuer. But what about mental suffering Mais qu'en est-il des souffrances mentales in the waking state? en étant réveillés? Do we ever experience it? Est-ce que nous les expérimentons? And if so, why? Et donc pourquoi? Do our thoughts ever make us unhappy? Do our memories ever make us unhappy? Do our fantasies, our fears about the future, ever make us unhappy? Why? They're exactly the same stuff that dreams are made out of. So why can our own minds make ourselves unhappy or even miserable, desperately miserable? In some cases, we know people's minds make them so miserable they cannot bear it any longer, and they kill themselves. And they may be in excellent health. They say, I can't stand this anymore. And then the sleeping pills, whatever, they kill themselves. It's true, yeah. So that's how intense mental suffering can be. But how is it that mental events, thoughts, memories, emotions, how is this, since they're not even physical, they're no more real than dreams, they're the same stuff as dreams, just in the waking state, how is it that people can make themselves miserable mentally? How is that possible? Donc qu'en est-il de ces souffrances mentales que nous expérimentons en état de rêve? Pourquoi donc les pensées, les souvenirs, les rêveries, les fantasmes qu'on peut avoir sur le futur nous rendent malheureux? Comment est-ce possible? Si leur nature est tout à fait la même nature que les expériences que nous avons en rêve. Et dans certains cas, ces expériences mentales nous rendent si malheureux qu'on n'arrive même plus à les supporter, que certaines personnes se suicident à cause de ça. Et comment est-ce donc possible alors qu'il n'y a aucune réalité physique à cela, comment est-ce possible que ces événements ne sont pas plus que dans le rêve, que la même nature que celle du rêve? Comment est-ce possible que ça nous amène de telles souffrances? I would suggest the obvious. And that is we suffer mentally in the waking state for exactly the same reasons that we suffer mentally when we're dreaming. Exactly the same. Et la réponse est que nous souffrons mentalement en étant réveillés exactement pour les mêmes raisons que nous souffrons en état de rêve. Which is to say that we have these mental appearances coming up, and we grasp onto them as existing from their own side.
which in many cases means that we can fuse together, confuse the mental appearance with the referent. So the appearance of someone who brutalized us in the past, the appearance comes up. And then we confuse that appearance right in the moment with that person who harmed us 15 years ago in the past, and now we're harmed all over again. Because we're mistaking a mere mental appearance which is empty for the person who does exist and harmed us 15 years ago. And now we're re-traumatizing ourselves. By reliving the experience mentally, we're re-traumatizing suffering again. Or we may equally imagine something in the future, conflate the mental appearance in the present with something real in the future, and now we torture ourselves by confusing the mental appearance with some imagined reality in the future, which has no existence at all, and we still suffer. So, it's entirely self-inflicted. And it comes from grasping onto the inherent existence or reifying the appearances to the mind in the waking state exactly in the same fashion as we reify dreams at nighttime and suffer as a result. Simple. Donc on souffre exactement pour les mêmes raisons que dans le rêve, c'est-à-dire que ces apparences mentales se manifestent à notre conscience et on les saisit comme existant de leur propre côté, et on les fusionne on les confond avec le référent, avec ce à quoi ils se réfèrent. Par exemple, si quelqu'un nous a brutalisé dans le passé, qu'on y pense, qu'on a une pensée ou un souvenir, on confond cette pensée, ce souvenir avec la personne on la fusionne on confond et on fusionne avec la personne qui nous a véritablement brutalisé, et du coup on reproduit cette même souffrance. Quelque part on se retraumatise dans cette attitude. C'est exactement la même chose pour le futur. On se torture en confondant des projections mentales, une imagination mentale vers le futur avec une pseudo-réalité du futur qui n'existe pas du tout. Et on la prend comme vraie, on la réifie et du coup on souffre. Donc on prend on prend pour réalité toutes ces apparences comme dans le rêve, et donc toutes les conditions sont là pour que nous souffrions. And of course, in the waking state, we also grasp onto the sense of I am, my body, my mind in our thoughts. Creates a big, strong target. And so if we remember someone in the past who was very mean, really hurt us verbally, and there comes up simultaneously a sense, I am real, and this person said this to me, and we may be harmed all over again by playing the movie a second time, 10 times, 20 times, and every single time suffering. Because we're still presenting a target, a real target. This person said these mean words, hostile words to me. And now, this is entirely self-created. Nobody else is doing it. That person could be dead. But we're running like it's watching a movie where all the actors have died. An old movie. Where not a single... I find it strange. Sometimes I watch an old movie of the 1930s, and every person in the movie is dead. Right? And yet, I hope you get... no, I hope this turns out well. And they're all dead. And they were actors in the first place. This is post-traumatic stress disorder. Is we're running an old movie that was a terrible movie the first time, and now we're running it again and again, and just creating trauma for ourselves out of confusion. This is why the Buddhists feel compassion for us. Why the Buddhists feel compassion for us. Because we're creating our own suffering. Donc, également, en étant réveillés, nous opérons une saisie du soi, une saisie de je suis, de mon corps, mes pensées, et nous réifions également tout ça, nous saisissons tout ça. Et si par exemple quelqu'un dans le passé nous a heurté verbalement, comme ça nous a créé une souffrance, finalement
chaque fois que nous y pensons, nous recréons le même film et nous réifions à nouveau la personne qui est la cible de cette souffrance. Et donc on se fabrique comme étant véritablement la cible, une cible pour cette souffrance. Alors que plus personne n'est là dans la réalité, et même cette personne peut être décédée. Alain dit, c'est un petit peu comme ça lui arrive de voir des vieux films des années 50 et de regarder ce film et de réaliser finalement que tous les gens qui sont là, qui nous apparaissent comme étant totalement présents sur l'écran, finalement ils sont tous morts. Et ils nous apparaissent bien vivants sur l'écran et donc c'est un peu comme ça que se manifestent les stress post-traumatiques. Donc c'est pour ça que le Bouddha a une telle compassion à notre égard, c'est qu'il sait que nous fabriquons nos propres souffrances. So what are we doing in this practice of settling the mind in its natural state? We're viewing mental events as mental events. That's all they are. Which means we're not viewing anything that comes to mind as really existing from its own side. It's just an appearance, like a rainbow, like a mirage, like a dream. So we're not reifying any of the contents of the mind. We're also not reifying, I am the person watching this movie. It's just awareness, which is not a person. It's just awareness, resting in awareness without the clothing, without the shroud of I'm watching. Release it's awareness, illuminating space of mind. So we're not reifying self, we're not reifying the appearances to the mind. We're not identifying with this is my thought, my emotion, my hope, my fear. That's grasping. Releasing that. And as a result of that, making that a habit, then there arises a non-conceptual sense that nothing can harm the mind regardless of whether or not ideation, that is thoughts, appearances and so forth, whether or not they have ceased. So this is a way to become spectacularly lucid with respect to your mind in the waking state, which means you become fearless and invulnerable to harm from your own mind while you're awake. Ok, donc ce qui se passe dans cette pratique, c'est que donc on regarde tous ces événements mentaux tels qu'ils sont, simplement sous leur apparence, comme une apparence comme un arc-en-ciel, simplement, et sans les réifier, et également sans réifier non plus la personne qui l'expérimente, puisqu'on est simplement, il n'y a pas un jeu qui regarde ce phénomène, mais juste une conscience de ce phénomène. Et donc il n'y a ni réification du phénomène, ni réification du soi, et donc ça modifie complètement le schéma habituel. Et on commence à prendre, à force de s'entraîner, on prend cette habitude d'expérimenter ces phénomènes intérieurs de cette manière-là. Et c'est de là, donc, pour revenir au texte, pour réexpliquer que qu'apparaît son sens non conceptuel, que rien ne peut affecter l'esprit, indépendamment du fait que l'idéation est cessée ou non. Did you read I haven't read anymore. No. Just that sentence. Okay. So a wonderful aspect of the practice, but which is really a wonderful aspect of the nature of the mind itself, and not just this technique, is that by bringing this quality of awareness without distraction, you're not getting carried away in cognitive fusion and caught in the grip of thoughts, memories, and so on, without distraction and without grasping, but being fully present. In other words, it's not withdrawal. It's not dissociation, where you go like that. It's not like this, and it's not like this. It's like this. You're totally present, as I'm totally present with you right now. You see, I'm not withdrawing, but I'm also not going towards you wanting something from you, wanting to manipulate. Not either one, right? You're totally present, very attentive,
but without hope, without fear, without grasping, craving, or aversion. And when you bring that quality of awareness to whatever arises, even if it's some terrible mental affliction, a terrible mental affliction, when you bring that quality, that mental affliction just releases itself. And that goes also for terrible memories, awful, horrible memories. They arise, they vanish. And likewise, fantasies, fears about the future, they come up, they vanish. So the mind is healing itself. You don't need to bring in a whole set of remedies. Oh, craving is coming up. Meditate on impermanence. Anger coming up. Oh, meditate on patience. Oh, this is coming up. Meditate on that. You don't need to do that. The mind is healing itself of all mental afflictions. They arise and then they release themselves. And then the mind calms. So it's quite remarkable. It's not a strength of Buddhism. I have great faith in Buddhism. This is not a strength of Buddhism. The skillfulness, the cleverness of the technique. The technique is really simple. It is an indication of the extraordinary capacity of the mind to heal itself when you allow it to do so. And when we get caught up in grasping, reification, that's when we prevent the mind from healing itself. Very interesting. Donc c'est une un très bel aspect de la pratique, mais qui en réalité c'est surtout un très bel aspect de l'esprit lui-même, car c'est l'esprit lui-même qui est capable finalement de s'auto-guérir à condition qu'on se mette dans cet état d'être sans distraction, sans saisie, sans fusion avec l'événement. Et on n'est pas non plus on n'est pas la tête dans le guidon, on n'est pas en fusion avec l'objet, mais en plein dedans, mais on n'est pas non plus en retrait. On est juste présent à l'objet, totalement présent, donc ni retiré, ni accroché à l'événement. Et en restant présent, attentif, sans espoir et sans crainte, sans aversion, et même quand on est face à des afflictions qui peuvent être extrêmement violentes, terribles, de la même manière, ces afflictions se dissolvent, s'éteignent par elles-mêmes, autant que les autres événements. Et donc on voit que finalement c'est l'esprit qui s'auto-guérit par lui-même, et sans avoir besoin d'utiliser des remèdes ou des antidotes. Progressivement, en utilisant cette méthode, l'esprit se calme. Et c'est pas une invention du bouddhisme, c'est pas une force du bouddhisme. Il y a une technique, bien sûr, qui est là, mais fondamentalement, c'est une qualité de l'esprit de s'auto-guérir, à condition qu'on simplement utilise cette technique de se mettre dans cette capacité de l'esprit lui-même, de regarder, de se poser face à ce qui se manifeste, tel que c'est. So we continue. And now it goes to absolutely core instruction, quintessential instruction. Donc on va continuer et nous arrivons donc au cœur de l'instruction, ce qui est le plus essentiel. Whatever kinds of mental imagery occur, whatever appearances of any kind, be they gentle or violent, subtle or gross, of long or short duration, strong or weak, good or bad, whatever comes up, observe their nature and avoid any obsessive evaluation of them as being one thing and not another. Let the heart of your practice be consciousness in its natural state, limpid and vivid. Quelles que soient les images mentales qui s'élèvent, quels que soient les événements mentaux qui s'élèvent, seraient-elles douces ou violentes, subtiles ou grossières, de longue ou de courte durée, fortes ou faibles, bonnes ou mauvaises, observez leur nature et évitez de chercher à tout prix à les évaluer comme étant ceci et cela. Que le cœur de votre pratique soit la conscience dans son état naturel, limpide et clair. There's a very nice analogy
in environmental studies, in ecology. Ecology. Il y a une très belle analogie avec l'écologie. Sometimes one will come across a stream that is just utterly poisoned by some factory upstream. And so there's no life, there's not even any plant life, it's a sewer. Completely toxic, right? But flowing through nature. But we know up there, terrible pollution. And so one may look at this stream and say, but it's hopeless. This is a dead stream. Or you may think, what chemicals can we put into it that will act as antidotes for the poisons, that will neutralize the poisons? What can we do to the stream to fix it? What can we add to it? It looks hopeless, but maybe we can be very ingenious with our technology and fix it with filters or what have you. On the other hand, it's been found by scientists that if you just stop polluting it, just completely stop polluting it, that in fact the stream, as if it were a living organism, it heals itself. Just let water flow through. And the water itself, the clear water now, that's no longer being polluted, will cleanse out all the toxins, cleanse the poisons out of the soil, and then gradually, with this pure water flowing, the whole stream will rejuvenate. You'll start having plants and animals and fish will come and populate, and you'll have after some time, you'll have a perfectly fresh, lively, very healthy stream. It actually revitalizes. It's like the stream becomes reborn. All you had to do was stop polluting it. So we have a stream of consciousness. And sometimes we may feel, oh, my stream of consciousness is like a toxic waste dump. It's like a toxic stream. It's so poisonous. What can I do? What can I do? What can I add to it? I need to do some practices. I think I need to be a Vajrasattva. I need to practice I have to do this. I have to fix this mind because it's terrible. That's good. Or you could just stop polluting it. And polluting it means stop grasping. Because all the pollution, all the contamination that we introduce into the mind, all comes not by appearances, but by grasping. So stop grasping. Donc il arrive malheureusement qu'il y a des fleuves, des cours d'eau qui sont extrêmement pollués, extrêmement empoisonnés. Il n'y a plus aucune vie dans ces eaux. Et on voit ça avec dans ces sans espoir, ce fleuve est complètement mort. Et on peut se creuser la tête à se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème? Quels produits chimiques on pourrait mettre pour servir d'antidote à toute cette pollution, pour la neutraliser? Quelle technologie on peut fabriquer pour filtrer l'eau de ce fleuve? Et puis il a été démontré qu'il y a une solution bien plus simple que tout ça, c'est d'arrêter de polluer. Et que si on arrête de polluer, tout simplement le fleuve va à nouveau, l'eau du fleuve va s'éclaircir d'elle-même et toutes les pollutions vont s'évacuer, vont s'enlever, la terre va devenir fertile et tout le fleuve va se régénérer et se revitaliser. Et donc la solution est tout simplement donc d'arrêter de polluer. Mais c'est un petit peu la même chose dans notre esprit, puisqu'on a un continuum d'esprit comme un fleuve, un flux de conscience qui est comme un fleuve et qui nous apparaît aussi comme étant toxique, pollué et on peut toujours chercher à essayer de faire quoi que ce soit. Des fois on fait des pratiques, on dit il faut absolument que je fasse Shraddha ou ceci ou cela. Et fondamentalement ce qu'il suffit de faire, c'est d'arrêter de polluer le continuum de notre conscience. Et pour arrêter de polluer, il faut arrêter de saisir. Puisque ce ne sont pas les apparences qui le polluent, mais la saisie. Now I want to make a very clear, very important point. This practice, it's very simple. This is not a substitute for the various meditations, for example, of Lamrim, or Shantideva's Guide to the Bodhisattva Way of Life, or State of Generation, or Completion. It's not a substitute. It's also not a substitute for all the different types of psychotherapy. For depression, post-traumatic stress disorder, it's not a substitute. It's complementary. If you say, never mind with all the rest of Buddhism,
And who needs psychotherapy? I'll just do this practice. Almost certainly you'll get stuck. Something will come up. You know what you need to do. Don't grasp. And the grasping will come out anyway, and you won't be able to stop. And so in those cases, psychotherapy may be very helpful. Shantideva may be very helpful. All of the rest of Dharma may be helpful. And so there's a complementary, almost like yin-yang. This is very yin. And all these other very dynamic practices of doing, those are yang. That's good. So we don't live in a world just of yin or just yang, but it is good to know that we have two. And we don't have to do all the hard work ourselves. Sometimes the mind can just heal itself. Donc Alain souhaite aussi répéter que c'est de manière très claire que cette méditation nous apparaît finalement quelque chose de très simple, mais elle ne constitue pas un substitut aux autres méditations, la méditation du lamrim ou la méditation le stade de génération, le stade d'accomplissement. Elle ne remplace pas non plus toute psychothérapie. Les psychothérapies peuvent être utiles, les autres pratiques de méditation du bouddhisme sont utiles aussi, tout le dharma est utile, et donc c'est plutôt quelque chose qui est complémentaire. On pourrait dire que cette pratique est plutôt sur le versant yin et les autres sur le versant yang. Et donc tout ça doit être en équilibre, il faut que les deux se fassent de manière complémentaire. Et l'un ne remplace pas l'autre. Donc dans la vie, tout n'est pas yin et tout n'est pas yang, donc il faut les deux. Et si nous avons un certain nombre de pratiques à faire, où il faut être dans l'action, etc., il y a aussi cet aspect de l'esprit qui est capable de se guérir tout seul. So, let's continue. Acting as your own mentor. That is, when you're meditating, you can't keep on sending email messages to the guru. You have to really take responsibility yourself and be your own guru. So acting as your own mentor, if you can bring the essential points to perfection, as if you were threading a needle, the afflictions or kleshas of your own mind stream will be inhibited, they'll be subdued. They won't disappear, but they will be weakened, and you will gain the autonomy of not succumbing to them, getting absorbed and carried away by them, and your mind will be constantly calm and composed. Donc on continue le texte. Agissant comme votre propre mentor, si vous pouvez amener les points, donc effectivement votre propre mentor, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à envoyer des SMS ou des emails à votre gourou. Il faut vous débrouiller par vous-même aussi. Si vous pouvez amener les points essentiels à la perfection, comme si vous enfiliez une aiguille, les afflictions de votre courant mental seront inhibées, donc elles vont aussi commencer par s'affaiblir et se réduire considérablement. Et vous gagnerez en autonomie à ne pas y succomber, et votre esprit sera constamment plus calme et maîtrisé. In other words, you become remarkably sane. This is an avenue that does not culminate in enlightenment, nirvana, and so forth. It does culminate in becoming exceptionally mentally healthy, balanced, sane. That's what it's for. En d'autres mots, vous allez simplement être en bien meilleure santé mentale. Ça, vous n'allez pas pour autant avoir atteint l'éveil ou la libération, mais au moins vous serez en bien meilleure santé mentale. You recall from the very early teachings of the Buddha, when you achieve shamatha, then you're temporarily free of the 5 obscurations. They're not eradicated, but they all go dormant, as if they're sleeping. So sensual craving, hedonic fixation, dormant. Ill will, animosity, dormant. Laxity and dullness, agitation, anxiety, dormant. Afflictive uncertainty, dormant.
So you're healthy. Now you're ready to meditate. Now you can start practicing Vipassana and actually see some irreversible transformation take place. Donc rappelons-nous les paroles du Bouddha sur Samatha qui nous explique que quand on réalise Samatha, toutes nos perturbations afflictives, on est libre temporairement de toutes ces afflictions qui deviennent dormantes, donc il n'y a plus le désir est endormi, l'attachement, l'agitation, le relâchement, tout ça, l'anxiété. Toutes ces afflictions sont dormantes, elles ne sont pas éradiquées, mais elles sont considérablement réduites et dormantes. Et donc on est tout à fait prêt à ce moment-là à pouvoir commencer à méditer, à pratiquer Vipassana pour pouvoir rentrer dans une transformation irréversible. So he says this is referring to having settled the mind in its natural state and thereby achieve shamatha. This achievement of shamatha through this process. This is a sound basis for the arising of all samadhis of the stages of generation and of completion. So Vajrayana practice. Here's a basis. Extraordinary sanity as a foundation to all the practices of stage of generation and completion within Vajrayana. Donc il est dit, il expliquait donc que établir l'état dans l'esprit dans son état naturel, c'est la pratique qui permet de mettre en place la base fondamentale de tous les samadhis et donc des stades de création et d'achèvement du Vajrayana. La dernière phrase du paragraphe. So nowadays, many people are practicing stage regeneration. They receive empowerment, or doing sadhanas, chanting, visualization, maybe even doing stage of completion. And it seems like almost all of them skip this. They're bringing almost all of them, it seems, are skipping this. You know, like, well, what does that matter? And so they just bring their neurotic mind with all of the 5 obscurations, and then with this neurotic mind, I'm Vajrasattva, or I'm Yamataka, or I'm Tara, and so forth. Neurotic Tara. It's hard to achieve enlightenment as neurotic Tara. So it's very strange that this, which is so obviously important, is so widely skipped. Not only in Tibetan Buddhism, in Theravada also. Skipping shamatha to go directly to Vipassana. Vipassana centers everywhere. How many samatha centers? 1 or 2. I guess people think they're already sane. Ha ha ha. Et donc, de nos jours, il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui pratiquent le Vajrayana, qui pratiquent les stades de génération, qui pratiquent une sadhana avec acharnement, qui pour certains pratiquent la phase de génération. Et pourtant, la grande majorité d'entre vous zappent complètement sur cette phase de la pratique, d'établir l'esprit dans son état naturel. Et donc, finalement, ils pratiquent ce qu'ils pratiquent, ils le font avec un esprit qui est pris dans les afflictions, donc on va dire un esprit un peu névrosé. Et ils pratiquent Tara avec leur esprit névrosé, et ça fait des Taras névrosés. Et c'est la même chose également pour Vipassana. Il y a beaucoup de centres qui ici et là, qui enseignent Vipassana et qui zappent également sur cette base fondamentale de la pratique. Et c'est assez étonnant de voir ça. Donc, So we're in a Gelugpa center. We're following Je Tsongkhapa. I follow Je Tsongkhapa. Ici, nous sommes dans un centre Gelugpa, donc nous suivons la voie de Lama Tsongkhapa. In his great classic, his great exposition of the stages of the path to enlightenment, Lamrim Chomu, he gives the most detailed, extensive, and definitive
explanation of shamatha I've seen anywhere. It's brilliant, and it's very long. And I was one of the two translators when it was translated in English. I was one of the two translators who translated the shamatha section. And then immediately after that comes Vipassana, which is the end of Lamrim. And then in an entirely different treatise, he has his Nakrim Chimo, his great exposition of the stages of Mantrayana. But he's really focusing on shamatha prior to that. Right? That's what he teaches. This is Tsongkhapa, right? And yet how many Lamrim meditators do I know who say, I'm meditating Lamrim, and they never do shamatha. And then they go off and get empowerment and start practicing stage of generation, and they don't practice shamatha. It's very strange how it gets lost. When Tsongkhapa could not have made it more clear, he said, this is indispensable. Very strange. And it's equally overlooked in the Sakya, Kagyu, and Nyingma traditions. Very widely overlooked. Very strange. I'm traditional. Other ones, I'm not so sure. Et donc dans cette tradition de Gelugpa, donc Lama Tsongkhapa a écrit un ouvrage extrêmement important qui est le Lamrit Chemo, donc l'exposition en détail de tout le cheminement et en particulier de toute la pratique de Samatha. Et Alan a été l'un des traducteurs en anglais de ce texte pour le chapitre sur Samatha. Et donc il expose d'abord Samatha et ensuite Vipassana. Et ensuite, il a écrit également un autre ouvrage qui est la grande exposition des différents stades de génération et d'accomplissement, et qui se situe dans la suite des enseignements sur Vipassana. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les centres sont des gens qui ont effectivement étudié le Lamrim, ont fait une pratique de méditer sur le Lamrim, et ils partent directement ils reçoivent des initiations et ils partent directement à faire les pratiques du stade de génération sans passer préalablement par l'entraînement de Shiné ou de Samatha. Et pourtant, Lama Tsongkhapa l'a quand même très clairement exprimé en disant que c'était absolument indispensable de pratiquer les choses dans cet ordre-là et de commencer par Samatha. Now, there's no doubt that it is possible to freshly achieve shamatha in the context of Vajrayana. You don't have to do it in Sutrayana. You can do it. No question. And the time to do it is stage of generation. Tsongkhapa is perfectly clear. And so then one could say, well, why not do it there? It's more powerful. Freshly achieve shamatha, not in Sutrayana practice, but in Vajrayana practice. Why not do then? More benefit. Why not? You can practice directly Samatha inside Vajrayana, and for the first time. You don't need to first achieve it and then do it. No, you can freshly achieve shamatha within stage of generation. Samjit. Est-ce que donc Lama Tsongkhapa explique quand même qu'on peut effectivement pratiquer Samatha au cours de la pratique du stade de génération. But of course, to be an authentic practitioner of stage of generation, you must have bodhicitta. No bodhicitta, no Vajrayana. En tout cas, pour pratiquer ce stade authentiquement, le stade de génération, il faut en tout cas posséder bodhicitta. Sinon, c'est pas du Vajrayana. And of course, you must have realization of emptiness, because if you don't have realization, you're just pretending. Oh, look at me, I'm Vajrayogini. It's just a child's game. You're just pretending to be Vajrayogini or Yamataka. Look at me, I'm a big bull. Oh, it's a joke. If you don't have realization of emptiness, it's a joke. It's a very nice joke, but still it's a joke. And so you must have bodhicitta, you must have realization of emptiness, and moreover, if you look at the visualizations in Vajrayana practice, they tend to be rather complicated. So it is true, I say with total confidence, it is possible to achieve shamatha freshly achieve it, within the context of stage of generation. And it's also exceptionally difficult, much more difficult than this, and very, very few people do it. Many people practice stage of generation. Almost none, nowadays, achieve shamatha by that. Almost none. It's incredibly difficult.
Donc effectivement, il n'y a aucun doute, on peut pratiquer le stade de génération directement en s'entraînant à travers ça à Samatha, mais il faut également avoir réalisé bodhicitta, il faut avoir aussi réalisé la vacuité. Sinon, ce stade de génération n'est absolument pas authentique et ça devient simplement, on peut se visualiser comme étant Vajrayogini, on peut se montrer comme étant Vajrayogini, mais ça reste une blague, même si c'est une belle blague. Et si on regarde aussi ces pratiques du Vajrayana, le stade de génération, sont des visualisations qui sont extrêmement complexes. Et même s'il est possible de réaliser le samatha à travers ces pratiques, ça reste extrêmement complexe, extrêmement difficile à arriver. Et franchement, dans l'expérience d'Allen, quasiment personne n'est capable de nos jours de réussir cela, de réaliser samatha à travers ces pratiques du Vajrayana très complexes. So Shapkar Rinpoche, Shapkar, he was very great Nyingma Lama, Dzogchen Lama, from a few centuries ago. Matthew Ricard, you all know, I think. He did a beautiful translation of the autobiography of Shapkar Rinpoche. Shapkar Rinpoche est un lama de Dzogchen très célèbre il y a plusieurs siècles et Mathieu Ricard a écrit une très belle biographie de ce maître. And Shapkar Rinpoche gave an analogy. He said when it comes to stage regeneration practice, he said the progress you can make in stage regeneration practice without having achieved shamatha is like taking a big boat and putting it on logs on the land and pushing it. And how far you can go in one day, pushing it on the logs, that's stage regeneration without shamatha. And then stage regeneration with shamatha is setting sail in the ocean with a good breeze. How far can you travel in one day? So he made that comparison. Quite clear, I think. Et donc il présente une analogie pour expliquer l'importance de la pratique de samatha et du stade de génération. Il dit si vous pratiquez le stade de génération sans avoir samatha, c'est comme si vous essayiez de pousser un gros bateau le faire avancer sur la terre ferme. Et si vous pratiquez le stade de génération en ayant la réalisation de samatha, à ce moment-là, c'est comme si vous avez ce même bateau et sur l'eau avec une très belle brise. Et vous voyez la distance que vous pouvez parcourir dans les deux cas. So we come to the end of Lerab Lingpa's complete instruction on settling the mind in its natural state. You see it is a very simple technique. He said this is like tilling the soil of a field. So from the outset, avoid making a lot of great, exalted, pointless proclamations. Rather, it is crucial to do all you can to refine your mind and establish a foundation for contemplative practice. Donc nous en arrivons à la fin de la transmission de cette instruction, de ce texte. C'est comme labourer la terre d'un champ. Donc dès le début, évitez de faire beaucoup de grandes proclamations exaltées et inutiles. Au contraire, il est crucial de faire tout ce que vous pouvez pour affiner votre esprit et en faire une fondation pour la pratique contemplative. So setting out on the path of shamatha, for example, the path of settling the mind in its natural state, is like setting out on a long journey with a destination. And if you're going to give the effort and undergo the hardships and have the perseverance to continue on the path to its end, you should have a pretty clear idea where you're going, that it's worthwhile, that when you get there, you'll not be disappointed. Et donc la pratique d'établir d'établir son esprit dans son propre état, dans l'optique de la pratique de samatha, c'est comme entreprendre un voyage. Et quand vous décidez de faire un voyage, une chose importante, c'est de savoir quel est le point de destination, de savoir où vous allez, parce que sinon vous risquez d'être déçu. So a contemporary of Lerab Lingpa was a great yogi, this teacher that I mentioned before, Dujum Lingpa. He was born in the 1840s, I believe. He died in 1904. And I've translated all of his Dzogchen works and 3 commentaries. They'll come out in about a month or so from Wisdom Publications.
Utterly extraordinary teaching. I would just say that. And the largest of his Dzogchen classics is called the Vajra Essence. The Vajra Essence. That was I've translated it before, published before, but the print ran out, and so I've done a new translation, fresh, more polished, and that's coming out in a month or two from Wisdom. So I'm citing the Vajra Essence, because in this text, where it's actually teaching from Padmasambhava in a pure vision that Dudjom Lingpa received. So he simply received these teachings from Padmasambhava and then wrote them down like a scribe. And then that's the Vajra Essence. It's quite remarkable. So this is the clearest presentation I've seen anywhere of where are you going? What is this? What is it to experience the substrate consciousness and the substrate, that vacuous space of awareness that you apprehend when you're resting in the substrate consciousness? So I've taken excerpts from the Vajra Essence, which addresses this topic. Where are we going? What's the end point of this practice? Donc, Alain nous a déjà parlé de Dudjom Lingpa qui donc a 1840s until 1904. Donc, qui est mort, donc il est né dans les années 1840 et décédé dans les années 1900, autour de 1904. Et donc, Alain a traduit ses ouvrages, et dont l'un qui est l'essence Vajra, et il avait déjà traduit auparavant. Il en a refait une traduction récente, et ce livre va sortir d'ici quelques temps. Et il dit donc que Dudjom Lingpa a reçu cette transmission directement de Padmasambhava, et l'a donc immédiatement écrite. Et Alain dit que c'est vraiment c'est le texte le plus clair qui n'ait jamais étudié. Et donc ce texte expose justement ce que c'est que la conscience base de tout, la conscience substrat, et nous explique donc dans cet extrait qui est là exactement la destination de notre voyage, là où on va. So Dudjom Lingpa was quite unusual. He states at one point that he did not have one human guru. He never tried under any guru. He received extensive teachings, but all in pure vision. So from the time he was a young child, like 3 years old, he was having direct visions of Padmasambhava and Yeshe Tsogyal, and then Nagarjuna and Saraha and Longchenpa, and one after another, deities and great beings from the past. And all of the teachings he received were in pure vision, and not one human teacher. I think he had one human teacher to learn how to read. He got that from some Lama Changchup. And the rest were all from these pure visions. Quite remarkable. And his own collected works are about 18 volumes. Quite extraordinary, really. Et Dudjom Lingpa était quelqu'un d'assez exceptionnel, parce c'est quelqu'un qui n'a eu aucun gourou humain. Il a eu depuis son enfance, il a eu des visions et des enseignements qu'il recevait directement de gourou Padmasambhava en particulier, mais aussi de la Sangha. Many. Nagarjuna, Longchenpa, Saraha. Many. Tous ces grands maîtres du passé lui ont transmis des enseignements en vision directe. Et le seul enseignant qu'il ait jamais eu, probablement, c'est celui qui lui a simplement appris à lire. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel et remarquable. Et il a été prolixe dans ses écrits, puisqu'il a écrit 18 volumes de textes. If you have great mental purity, and this has happened for centuries, you may have direct vision of Buddha, and it's not just a figment of your imagination, you're actually having an appearance of Buddha. And so Tsongkhapa himself, he had many teachers, many gurus, but also when he was very mature in his practice, he had direct vision of Manjushri. And then he had some problems that he was not able to solve. He was brilliant. He was like an Einstein. He was an incredible genius. But when it came to Madhyamaka, there were still some really tough points that he was wrestling with. Then he had a direct vision of Manjushri, and then he asked Manjushri the questions. And then Manjushri gave him the answers. It's one in his collected work. Yeah? So this is unusual, but it's not unique. Many of the great masters have had direct visions of Vajrapani, of Padmasambhava, and so on.
c'est une chose qui se... Quand on a un esprit d'une grande pureté, c'est des choses qui arrivent d'avoir des visions, des contacts directs avec des grands maîtres ou comme du Jangnipa. Il y a l'exemple aussi de Lama Tsongkhapa qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est un vrai génie du niveau d'Einstein, et qui est donc dans sa maturité, au moment de commencer à étudier les choses les plus pointues du Madhyamaka et coincé un petit peu. Et il a donc fait la requête directement à Manjushri d'avoir la réponse à ses questionnements, et Manjushri lui a répondu directement sur cela. Donc c'est pas... Lama Tsongkhapa est aussi un exemple de quelqu'un qui a reçu comme ça des transmissions directes. Et donc du Jangnipa est un être exceptionnel, mais il n'est pas à ce point net, c'est quelque chose d'unique. So here's what Padmasambhava said to Dujumlingpa, and Dujumlingpa wrote it down. Donc voici ce que Padmasambhava a exposé à Dujangnipa et ce que Dujangnipa a écrit. The rope of mindfulness and firmly held attention is dissolved as when you achieve shamatha and your coarse mind dissolves into the substrate consciousness. The rope of mindfulness and firmly held attention is dissolved by the power of meditative experiences until finally, when you slip into the substrate consciousness, finally the ordinary mind of an ordinary sentient being, as it were, disappears. Donc l'accord de la pleine conscience et de l'attention maintenue fermement est dissoute au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique de samatha par le pouvoir des expériences méditatives, jusqu'en dernier ressort, l'esprit de l'être ordinaire, en quelque sorte, disparaisse. Consequently, with this complete dissolution of your ordinary mind, your coarse mind, discursive thoughts become dormant, and moving thoughts vanish into the space of the mind. One slips into the vacuity of the substrate, which is just the space of the mind. One slips into the vacuity of the substrate in which oneself, others, and objects vanish. En conséquence, les pensées discursives sont en sommeil et les mouvements de pensée conceptuelle s'évanouissent dans l'espace de l'esprit. On glisse dans la vacuité du substrat, c'est-à-dire donc l'espace de l'esprit, dans laquelle soit les autres et les objets disparaissent. In other words, you become oblivious of the entire surrounding environment and of your body, and your mind has disappeared. Oblivious, unaware. Donc on devient totalement inconscient de son propre corps, de soi et des autres. Toutes les manifestations disparaissent. Even your ordinary sense of identity is vanished, gone. Même le sens ordinaire de sa propre identité disparaît. Clinging to the experiences of vacuity and luminosity, that is, holding close to these, while looking inwards, the awareness is reflexive. The appearances of oneself, others, and objects vanish. All that remains is vacuity and luminosity, indivisible, space and luminosity. Persistant dans les expériences de vacuité et de luminosité par le regard intérieur, les apparences de soi, des autres et des objets disparaissent. That is the substrate consciousness, or alayavijnana. One has come to the essential nature of the mind. Donc cela est la conscience du substrat, ou alayavijnana, ou conscience base de tout, comme on le traduit habituellement en français. On est arrivé à la nature essentielle de l'esprit. So it makes it very clear, there's no doubt about this, you have not come to its ultimate nature, its empty nature. You have not come to Rigpa, not come to Buddha nature, not come to Nirvana. You've come to the relative essential nature of the mind. Right? Exactly as Panchen Rinpoche said. You've now realized the relative nature of consciousness. Same, exactly the same point. Donc les choses sont dites clairement, on n'en est pas dans cet espace vide de la conscience, on n'en arrive pas à l'état de Rigpa, on n'est pas dans la nature de Bouddha, on n'est pas non plus dans le nirvana, on est simplement dans la nature relative de l'esprit, à la réalisation de la nature relative de l'esprit. So I mentioned before that actually in all schools of Vajrayana Buddhism, at conception, I'm pointing to my womb as if anybody has ever been there, you know. But at conception,
the very first moments of awareness of the child to be, of the child who's being developed, the very first moment of awareness is just the substrate consciousness. It's not human, it's not male, female, it's just the alai vijnana, or, change terminology, it's just a moment of subtle continuum of mental consciousness. It's undifferentiated. It's not elaborated as a human, female, French, German, none of that. All of that is to come later. So this is the essential nature. And then with the formation of the fetus, the nervous system, the brain, then that subtle continuum then takes on its gross manifestation, and through the course of gestation, then one develops human intelligence, human vision, human hearing, human memory, and of course all the mental afflictions can come up as well. And then you have a fully, configured mind. And then the baby comes out as a complete mind. But if you strip all of that away, if you run the movie backwards and say, well, never mind human, never mind gender, never mind, and you strip it back to its nucleus, not its ultimate nature, but its essential nature, before becoming human, it's this: luminous and cognizant. That's it. It's not a person. It's just a flow of consciousness. Donc, comme l'a déjà expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, Alan, par rapport à la conception de l'être humain, donc au moment de la conception, au moment où la conscience s'unit aux cellules de l'œuf, dès le premier moment de conscience qui s'unit aux cellules, c'est la forme de la conscience substrat que ça se passe. Il n'y a même pas encore à ce moment-là cette différenciation d'être une conscience d'un homme ou d'une masculin ou féminin. Il n'y a aucune. C'est dans un état totalement indifférencié, c'est juste sous l'état d'un continuum de conscience. Et c'est seulement ensuite, au fur et à mesure que les différents tissus se développent, le système nerveux se développe, que dans ce flux de conscience s'élaborent des fonctions d'intelligence, de vue, d'ouïe humaine, et se manifeste, se configure également toutes les affections, et tout ça aboutit à la configuration de l'esprit d'une personne humaine. So si on fait le chemin à l'envers, et donc on démonte toutes ces configurations, toutes ces élaborations d'activité mentale, d'activité sensorielle, etc., pour revenir à la base, ça nous ramène au centre et donc à ce flux de conscience continu qui n'est même pas humain, c'est préhumain, qui a simplement cette qualité d'être claire et connaissante. The substrate consciousness of the nature of vacuity and luminosity abides as the cause of everything that is emanated. Donc, la conscience base de tout, naturellement vide et lumineuse, et est à l'origine de tout ce qui se manifeste. Now this is not denying, if we bring this to the 21st century, it's not denying the existence of photons, sound waves, molecules, atoms, not denying that at all. But no appearances come from molecules and sound waves and photons. No appearances come. All the appearances are emanated by, illuminated, made manifest by, are caused by substrate consciousness. Primary cause? Primary cause? Primary cause, exactly. So photons, visual cortex, sound waves, molecules in the air, and so forth are all acting as cooperative conditions. But they don't transform into appearances. Substrate consciousness illuminates all appearances. It's the projector, and all the appearances are the screen. The substrate is a three-dimensional screen, a holographic field, and all the appearances arising in it are created by, manifested, illuminated by substrate consciousness. That's the Buddhist theory. Donc, tout ça, ces explications qu'on donne ne remettent pas du tout en question la science moderne qui nous parle des photons, des atomes, des molécules, etc. Mais le point de vue qui est exposé ici montre que
ce n'est pas la matière qui est responsable des apparences. Il n'y a pas d'apparence dans les photons, dans les atomes, dans les molécules. Toutes les apparences sont causées par la conscience substrat. C'est elle qui éclaire, qui crée ces apparences. Et donc, la conscience substrat est la cause primaire en fait, des apparences, alors que toutes les choses matérielles, les photons, la matière, etc., tout ça agit comme des causes contributives. Donc cette conscience substrat est comme un champ tridimensionnel, comme holographique, qui éclaire les apparences. So let's run a very short experiment. So I'll describe it first, then we'll do it. Very short. For 5 seconds, just let your awareness rest without imagining anything, without thinking. Just simply rest. And then I'll give you the second part of the experiment after that. So 5 seconds, just completely rest, with no imagination. Just. Donc nous allons faire une petite expérience. Et commencez d'abord pendant 5 secondes, laissez votre conscience simplement se reposer, sans imaginer quoi que ce soit, sans penser à quoi que ce soit. Simplement à reposer votre conscience. Begin. Now visualize an apple. Maintenant, visualisez une pomme. A fresh, crisp, juicy apple. Une pomme bien fraîche, croquante et juteuse. Fini. So an apple came to mind, yeah? For some people very clear, some not so clear, but still, something comes to mind. Il y a bien une apparence d'une pomme qui est venue à votre esprit. Pour certains, c'était plus clair, d'autres moins, mais vous avez quand même pu avoir une apparence d'une pomme dans votre esprit. The luminosity of awareness, the luminosity of the substrate consciousness, has no form. It's not white. It's not any other color. It has no form, shape. But, like a magician, when you saw that apple, that was the luminosity of your awareness taking on form, taking on the form of an apple. Yeah. So that's the luminosity of consciousness. It takes on form. Where there was no form, it takes on form. So the primary cause of the appearance of the apple was your substrate consciousness that manifested, illuminated that appearance. Donc vous avez vu cette image de la pomme qui s'est manifestée dans votre esprit, et cette luminosité de l'apparence de la pomme est issue de la conscience substrat. C'est la conscience substrat qui donne cette luminosité à la pomme. When you're dreaming, there's only one source of illumination that illuminates the dreamscape. Substrate consciousness. Également, quand on rêve, la seule source de luminosité dans nos rêves, c'est encore la conscience substrat. So you could dream, for example, that you're out in the Sahara and the sun is intense and extremely bright, brilliant, shrill. So much so you say, I can't look at the sun. I need to put on some sunglasses. Oh, that's much better. There's no sun. The light of the sun is just the light of your substrate consciousness, illuminating the dreamscape. But the sun is illuminated by your substrate consciousness. It's not a source of illumination itself at all. It appears that way. It's misleading. It's an illusion. The light of the sun also in reality. Sure. Okay. Donc, quand vous imaginez que vous êtes en train de rêver, que vous êtes en plein Sahara et qu'il y a un soleil de plomb extrêmement brillant, au point d'en être complètement ébloui, de ne pas pouvoir le supporter et de dire il faut absolument que je mette des lunettes de soleil. Et tout ça est en plein rêve, et il n'y a aucun soleil dans la réalité, et c'est uniquement la luminosité de votre conscience substrat qui est à l'origine de ça. Et dans la réalité, c'est exactement pareil, c'est la lumière de votre conscience qui vous fait... c'est la lumière du soleil que vous voyez, en fait, c'est la création de la lumière, c'est la création de votre conscience.
la manifestation de votre conscience substrat. So the mind that emanates from that is from that substrate consciousness, that mind presents forms which are stabilized by a continuous stream of consciousness, where we hold on to the forms, we conceptualize them, we reify them, but it's the mind that emerges from the substrate consciousness that's making all these forms. Donc c'est... Sorry, The substrate consciousness emanates the mind. The mind emerges from it. And then the mind presents us with all these appearances. Right? And then the appearances are stabilized as we focus, we lock onto, we reify, we conceptualize. Donc c'est de notre conscience substrat émane cette clarté de notre esprit qui ensuite se projette sur les apparences et en fonction de ce sur quoi on se focalise, on éclaire et on réifie toutes les choses sur lesquelles nous nous focalisons, toutes ces apparences. Nous réifions toutes ces apparences. Now to repeat the same point, but a different phrasing, someone with an experience of vacuity and luminosity, who directs his attention inward, may bring to a stop all external appearances, and come to a state in which he believes there are no appearances or thoughts. This experience of radiance, from which one dares not part, which is that you don't want to part, you really want to hold to it. This experience of radiance from which one dares not part is the substrate consciousness. It's the very nature of luminosity. Donc nous en sommes au troisième paragraphe de ce texte. Celui qui, avec une expérience de la vacuité et de la luminosité, dirige son attention vers l'intérieur, peut amener un arrêt de toutes les apparences extérieures et atteindre un état dans lequel il a l'assurance qu'il n'y a ni apparence ni pensée. Cette expérience de luminosité radiante de laquelle on ne se regarde pas soi-même est la conscience base de tout. And finally, when you fall asleep, all objective appearances of waking reality, that is your room, the bed, the house, and so forth, all these objective appearances of waking reality, including the physical world, the beings who inhabit it, and all the objects that appear to the five senses, all these appearances, dissolve into the vacuity of the substrate, which is of the nature of space, and they emerge from that domain. So when you wake up in the morning, those appearances aren't waiting for you. When you wake up and you see your room, those appearances are all freshly arising from your substrate consciousness. You fall asleep, they all dissolve into the substrate. You start dreaming, appearances come out of the substrate. The dream is over, the appearances dissolve back into the substrate. The substrate's the yo-yo from which all these appearances come and go. Quand vous vous endormez, toutes les apparences objectives de la réalité, de l'état de veille, incluant le monde physique, les êtres qui l'habitent et tous les objets qui se manifestent aux cinq sens, se dissolvent dans la vacuité de la base, qui est de la nature de l'espace, et ils émergent de ce domaine. Donc autrement dit, c'est quand vous vous réveillez, que vous ouvrez les yeux, les choses vous apparaissent comme ça, mais en fait ce sont les apparences de ces objets qui naissent de manière toute fraîche, de la même manière que la veille au soir, toutes ces apparences se sont totalement éteintes et disparues et résorbées dans la conscience substrat. So right now, all these appearances, the visual, the auditory, and so on, tactile, all these appearances have no existence outside the substrate. They are arising within the substrate. You fall asleep, they all dissolve back into the substrate. You wake up, here they are again. But right now, what you're seeing around you are all these appearances that seem to be really out there. And all these appearances exist only in your own substrate. Donc dans cet instant présent, toutes ces apparences qui se manifestent à nous, toutes ces apparences visuelles, auditives ou même tactiles, toutes ces apparences sont issues de notre conscience substrat et elles se dissolvent quand on s'endort. Mais dans cet instant présent, toutes ces apparences qui sont issues de notre conscience substrat nous apparaissent comme étant extérieures, alors qu'en fait ces apparences sont issues de notre conscience. Just like a dream. Just like a dream. Exactement comme dans un rêve.
So now it's time to practice. I consider Time that's to- completely depending of our sensory object and faculties. It's not because if you got like any helicopter eyes or some kind of other eyes, so our appearances would be so different. No question, yeah. Mm. But it's all the condition. Yeah. Yeah. The appearances, whether you're blind, whether you're colorblind, and so forth, all from the same So thing. it appears like this because also That's right. external causes. Yeah. That's what I say. External and internal. Brain. Mhm. Very, very important. Hmm. I really want one. So, what I would suggest now, we have a wonderful long time, 3.5 hours to practice. What I would encourage then is all 4 postures. Take a walk, sometimes stand, lie down, sit, and you may alternate between mindfulness of breathing, which is just nice and calming, after I've disturbed your mind so much. Just calming, mindfulness of breathing, and then come settling the mind, it's not disturbed, and then come out and enjoy the beauty of the environment and aware of all these appearances arising within your own substrate. That's a full practice that will keep you busy for 3.5 hours. Nous avons maintenant une longue temps de pratique, 3 heures. Elle nous invite à continuer donc à pratiquer en position assise, couchée, debout, en marchant, et à pratiquer la pleine conscience de la respiration pour nous aider à nous calmer, nous poser après toute l'agitation et les tortures de notre esprit qu'il nous a infligées avec son discours. Et une fois que vous serez plus calme et plus détendu, donc profitez-en pour regarder toutes ces beaux paysages, ces belles choses qui sont dans notre environnement, avec cette compréhension que ce sont des apparences qui naissent de notre propre conscience. Very good. Enjoy. See you at 7:30. Donc à 7h30.